Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 23 décembre. Voici les titres. 3000 enfants ont été visités hier samedi par le Père Noël dans les jardins du palais présidentiel au Plateau. Les enfants ont reçu de nombreux cadeaux. L'initiative est de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Les enfants sont repartis du palais avec des prisons. La Direction générale du Trésor lance la campagne de sensibilisation sous le recouvrement des amendes liées à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les transports en commun et le téléphone portable. Mais avant la répression, ces journées visent à informer les populations, leur inculquer l'esprit de discipline et la culture du paiement des amendes. Le dossier de ce 20h est consacré au roi Gara Koroni II, 30e roi de Bouna, qui a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans. Le Bunkani et tous ceux qui l'ont connu et côtoyé le pleurent encore. Mais quel souvenir garde-t-il de celui qui régna pendant 9 ans sur le Bunkani, l'adieu d'un peuple à un roi épris de paix? On en parle dans cette édition. Scène de chaos en Indonésie, au moins 222 personnes ont trouvé la mort dans un tsunami qui a frappé samedi soir les côtes de l'île de Java et Sumatra en Indonésie. On déplore des centaines de blessés. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes à J-2 de la célébration de la fête de Noël, mais 3000 enfants ont déjà été visités par le Père Noël. L'événement a eu lieu hier samedi 22 décembre dans les jardins du palais présidentiel au Plateau. Les enfants ont reçu de nombreux cadeaux. L'initiative est de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara qui a donné ainsi du sourire à des milliers d'enfants. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. C'est désormais une tradition. Chaque année, au mois de décembre, les jardins du palais présidentiel se muent en un géant parc d'attractions pour faire vivre la magie de Noël aux tout-petits. Cette initiative de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réuni cette année plus de 3000 enfants issus du district d'Abidjan et des localités environnantes. Invité d'honneur de l'édition 2018 de l'Arbre de Noël, la commune d'Anyama. Et c'est une enfant de cette cité qui a été chargée de traduire toute la gratitude des enfants de Côte d'Ivoire à la première dame Dominique Ouattara. Maman Dominique, vous êtes une maman unique, chaleureuse, généreuse et affectueuse. Chaque année, à la même période, vous nous apportez la lumière et la joie. Et pourtant, chaque édition est différente et davantage merveilleuse. Les enfants, vos enfants ici présents qui vous entourent et vous chérissent par ma voix, vous disent merci. À seulement 72 heures de la fête de Noël, le Père Noël lui fait déjà son apparition dans les jardins du palais présidentiel. Les mains chargées de cadeaux estampillés Fondation Children of Africa. Il a su apporter de la joie au cœur de tous les enfants présents. Ils ne seront pas les seuls à en bénéficier, assure la présidente fondatrice de Children of Africa. Chers enfants, vous êtes 3000 au total à avoir eu la chance d'être ici aujourd'hui pour profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour nos chers enfants qui n'ont pu être présents cet après-midi et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons prévu cette année encore des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au total, ce seront 15 000 enfants qui bénéficieront de l'arbre de Noël de la Fondation Children of Africa et qui repartiront chez eux les bras chargés de cadeaux. En plus des cadeaux, les enfants ont été égayés par un défilé et les artistes en vogue du moment. Voilà, je rappelle que le mardi 25 décembre est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. La Direction générale du Trésor lance la campagne de sensibilisation sur le recouvrement des amendes liées à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les transports en commun et le téléphone au volant. Mais avant la répression, la campagne vise à inculquer aux populations l'esprit de discipline et la culture du paiement des amendes. La police et la gendarmerie sont associées à cette campagne de recouvrement des recettes non fiscales. Jean-Jacques Kwame pour le reportage. Depuis plusieurs années,
Il est interdit de consommer la cigarette dans les transports et lieux publics et de téléphoner au volant sous peine de sanctions pécuniaires. Ces mesures prises permettent de discipliner la population et de renflouer les caisses de l'État. Mais le recouvrement de ces amendes non fiscales reste faible. De 2012 à 2016, seulement 24 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été recouvrés. À travers cette campagne de sensibilisation, le Trésor veut booster le taux de recouvrement. Le Trésor public a placé l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation des ressources intérieures dans l'optique de répondre aux besoins de financement du plan national de développement. Les amendes pourraient constituer une ressource substantielle de financement du budget de l'État si nous parvenons à sanctionner effectivement les contrevenants. Acteurs clés dans le recouvrement de ces amendes, les forces de sécurité ont été mises à contribution pour cette campagne. La police nationale maintient le cap pour sensibiliser les populations au respect de l'interdiction de téléphoner au volant, de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, mais aussi pour verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas ces textes. Tous les services de police sont à pied d'œuvre pour que les objectifs de cette campagne soient atteints. Le secrétariat d'État chargé du service civique a invité la population à adopter un comportement civique et citoyen. Nous devons payer nos contraventions lorsque nous sommes en infraction tout en respectant les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. La campagne de sensibilisation a lieu sur plusieurs jours dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory. En France, les amendes non fiscales contribuent à 50% au budget de l'État. En Côte d'Ivoire, elles ne représentent que 1%. Par ailleurs, on a parlé de civisme fiscal dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité le directeur général adjoint des impôts, M. Aboubakari Cissé. Leur entretien a porté sur l'impôt foncier. Qui doit s'en acquitter? Quelles sanctions pour les abonnés à l'incivisme fiscal? Un extrait de leur entretien. L'impôt foncier, c'est la contribution foncière de tout propriétaire d'une maison et de terrain nu. Tout simplement. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes redevable de l'impôt foncier. Vous êtes propriétaire d'un terrain nu, vous êtes redevable de l'impôt foncier. C'est votre contribution foncière. Le critère géographique n'a aucune incidence sur le paiement de l'impôt. Que vous soyez dans un village, que vous soyez en ville, dès lors que vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un terrain, vous devez payer, vous devez acquitter votre impôt foncier. Même sans acte officiel. Maintenant, la notion du redevable est liée à la notion de possession. Vous êtes propriétaire lorsqu'au terme de la loi, vous êtes propriétaire lorsque vous avez un titre foncier définitif, vous avez un ACD. Mais si vous êtes possesseur, c'est-à-dire vous exercez un droit de propriété sur le bien, même avec une attestation villageoise, vous êtes redevable de l'impôt foncier. Si vous profitez déjà des bénéfices du bien. Du bien, tout à fait. Vous avez remarqué que pendant ces 4 dernières années, il a été consenti un abattement de 25% sur les cotisations de ceux des contribuables qui payaient avant la fin de chaque année. Mais le critère essentiel d'une mesure incitative, c'est qu'elle doit être limitée dans le temps. Quand elle n'est pas limitée dans le temps, ce n'est plus une mesure incitative. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu tendre la perche aux populations en réduisant les taux. Vous avez vu dans l'élément tout à l'heure que quand vous mettez une maison en location, le taux qui était de 15% est passé à 12%. Et quand vous habitez votre propre maison, le taux qui était à 4% est passé à 3%. 3%. Et ça, ce sont des mesures très importantes, des mesures véritablement sociales que l'État a consenties à l'endroit des populations. À partir de ce moment où les taux sont réduits, vous voyez qu'il n'y a plus nécessité de constater des abattements. Mais ceci étant, il a été quand même consenti un abattement total des pénalités pour ceux qui paieront avant la fin de l'année. C'était l'extrait du magazine du dimanche qui avait pour inviter le directeur général adjoint des impôts, M. Aboubakari Cissé. Je rappelle qu'il s'est prononcé sur l'impôt foncier. Dans l'actualité ce dimanche, un nouveau mouvement fait son entrée sur la scène politique ivoirienne. C'est le mouvement Renaissance PDCI. Il est né de la volonté de plusieurs cadres du PDCI. Et ce mouvement dit non à la rupture du PDCI avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et préconise la reprise du dialogue entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Herman Guivet. Ils sont militants du PDCI RDA, bien connus des fichiers du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cadres, ministre de la République, militants de base.
venus joindre leur voix pour dire non à la rupture avec le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour exprimer cette prise de position, ils ont décidé de se retrouver à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Une prise de position affirmée à travers la lecture de plusieurs motions de soutien. Des militants qui disent se mettre en mission pour sauver le parti d'Houphouët-Boigny. Cette rencontre constitue le point d'ancrage d'une importante initiative. Il s'agit en effet du lancement officiel d'un mouvement au sein même du PDCI RDA pour remettre en lumière et faire vivre la philosophie, les préceptes et le caractère incontournable des orientations du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix. Notre mouvement va prendre le nom de PDCI Renaissance. PDCI Renaissance parce qu'il est primordial de revenir aux fondements mêmes sur lesquels notre parti et notre pays ont bâti leur développement et leur prospérité. Oui, votre mobilisation est grande et la faveur populaire qui s'en dégage sont de toute évidence le signe palpable de votre soutien et de votre adhésion à notre démarche et à notre vision. Nous voulons aussi lancer un appel pressant à tous nos compatriotes épris de paix, de cohésion sociale et de la stabilité de notre pays à nous rejoindre pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une page qui confirme certes le rôle important du PDCI RDA, mais surtout l'importance du PDCI RDA d'être dans la famille plus vaste des Oufouets, sa vraie famille. Parmi ces militants, d'anciens collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny. Moi, je suis PDCI et je suis oufouettiste. D'où ma présence à cette rencontre, puisqu'on a lancé un appel au PDCI et aux oufouettistes. Donc je suis tout à fait à l'aise et je suis en place. Il faut dialoguer plutôt que d'aller à la rupture. La rupture n'est pas la solution à nos problèmes. Voilà, nous sommes de la même famille foutiste. Il faut que nous nous retrouvions, quelle que soit la solution. Je ne peux qu'être heureux, je ne peux que me réjouir et dire bon vent au PDCI Renaissance. Félicitations à eux et je souhaite qu'ils puissent donc entraîner avec eux le maximum d'Ivoiriens, le maximum de militants PDCI RDA. Face au vent de discorde qui souffle au sein du RHDP, leur famille politique, et ne voulant pas assister à sa dislocation, les cadres du PDCI, initiateurs de ce mouvement, entendent œuvrer au retour du dialogue entre les fils d'Houphouët-Boigny. Ce week-end, les populations du département de Prikro dans la région de Lifou ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement. Cette journée a été aussi l'occasion pour ces populations d'installer officiellement leur nouveau maire et d'exprimer leur appartenance au RHDP. Mamadou Kwasi depuis Prikro. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance du peuple Anor au président de la République Alassane Ouattara a vu la mobilisation des populations. Le peuple Anor, dans toute sa composante, avec les chefs coutumiers, rassemblés autour de leur roi, ont saisi cette opportunité pour marquer leur attachement aux idéaux du RHDP et surtout leur soutien à la création de ce futur parti politique. Prikro est et demeurera le bastion incontournable du RHDP dans la région de Lifou. Nous sommes reconnaissants de tout ce que le RHDP fait et nous nous inscrivons heureusement sur la ligne du RHDP. Cette démarche du peuple Anor est soutenue par des chefs traditionnels venus des autres localités de la région de Lifou. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le président exécutif du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny, Kobena Kwasi Adjoumani, a félicité le peuple Anor pour cet acte de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a aussi rappelé les efforts consentis par le RHDP pour le développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour le retour de la paix. Houphouët a créé le PDCI RDA pour émanciper la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a créé le RHDP pour pérenniser les œuvres d'Houphouët-Boigny. Alassane veut mettre en place le RHDP pour sauver la Côte d'Ivoire, développer la Côte d'Ivoire. Qui peut aujourd'hui dire que Adjoumani, tu es oufouettiste, tu n'aimes pas Oufouet, tu veux tuer son héritage?
Oufoué n'a pas laissé comme héritage le PDCI-RDA. L'héritage que Oufoué-Boigny a laissé, c'est la Côte d'Ivoire. Le président exécutif du mouvement sur les traces d'Oufoué-Boigny a également invité les chefs traditionnels à œuvrer davantage pour le maintien du climat social. Vous les chefs, vous avez une lourde responsabilité. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Pour aller encore parler à notre papa, qu'il revienne à la maison. Alassane ne l'a pas fermé. Qu'il revienne pour qu'ensemble, on fasse du développement. Je vous demande d'accorder main forte autour de lui et qu'il puisse atteindre l'objectif de développement tant souhaité. Le ministre Claude Alain Dao-Paulin, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, ont tous deux exhorté la population à être des ambassadeurs pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, pour prôner davantage les valeurs de paix, du pardon et de réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et on referme ainsi le chapitre politique de ce 20h. Prenons à présent la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire où plusieurs villes ont été privées d'électricité suite à un grave incident sur le réseau haute tension de la ligne Mans-Buyo. Mais les choses sont entrées dans l'ordre. La CIE a mobilisé tous les moyens pour établir le courant et permettre ainsi aux populations de passer les fêtes d'année qui arrivent à grands pas. F. Bouy. Pendant près de 3 semaines, les populations de plusieurs villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont subi toutes sortes de désagréments liés aux perturbations de la fourniture de l'électricité. Notre travail, ça fonctionne avec l'électricité. Donc on avait un problème d'électricité avec les personnes qui avaient des groupes. Donc on courait partout pour pouvoir avoir le pain, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et ça n'a pas été facile. Ouais, mon frigo me met gâté le premier jour. C'est quelques semaines que nous avons passées. On a changé près de 6 ampoules. Aujourd'hui, fini toutes ces tracasseries. Ces populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Actuellement, vraiment, on peut dire que ça va. Voilà, tout est devenu anormal maintenant. Voilà, le travail, ça va comme avant. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, on se porte bien. Le courant est venu. On remercie la CIE de tout leur effort. Vraiment, ça nous permet de reprendre nos activités comme il se doit. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, soucieuse du bien-être des populations, a mobilisé de gros moyens, humains comme techniques, et a travaillé de jour comme de nuit pendant 2 semaines pour venir à bout du grave incident ayant occasionné la rupture de la fourniture de l'électricité. À travers la DTET a mobilisé tout le personnel venant d'Abidjan, de Boaké et de gros moyens tels que des grues. Nous avons 4 grues, 2 nacelles, des bulldozers, des pelleteuses pour pouvoir réaliser ces travaux. Pour mieux sécuriser le réseau électrique dans cette partie du pays, de gros travaux sont prévus par le gouvernement. D'ici la fin de cette année, il y a une nouvelle ligne qui va être mise en service, la ligne Laboa-Boundiali-Ferke qui va permettre de mieux sécuriser donc, la région. Il y a aussi des travaux qui sont en cours qui consistent à construire un nouveau port sous à Diokwe, un nouveau port source également qu'à Zagné, un nouveau port source aussi donc à Toulepleu. Et puis aussi il y a le poste de la mine donc, qui est donc à Haïti. Tous ces travaux donc, vont permettre non seulement d'avoir l'activité industrielle, d'avoir donc la sécurité d'alimentation dans toutes les villes donc, de la région. Parce qu'aujourd'hui il n'y a que 2 postes, vous voyez, on va passer à 6 avec tout ce qui est en cours. De bonnes nouvelles donc pour les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les habitants des villes concernées qui bénéficient à nouveau de l'électricité ont déjà commencé à illuminer leurs fêtes de fin d'année. Pour rappel, le 28 novembre dernier, sur l'axe Mans-Diokwe, un camion a percuté un pylône de la ligne haute tension Buyo-Mans à proximité de Diokwe. Dans sa chute, ce pylône a entraîné 2 autres pylônes de la même ligne. Cet accident a provoqué des perturbations de la fourniture de l'électricité dans les localités de Mans, Diokwe, Danané, Laboa, Séguéla, Odiné et environ. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. La Côte d'Ivoire était présente à la COP24, la 24e conférence des parties sur le climat en Pologne. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre Joseph Seka vient de faire le point de la participation de notre pays qui s'engage à lutter contre les changements climatiques en menant plusieurs actions. Grace Kando revient de la Pologne.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable face à la presse au stand de la Côte d'Ivoire à Katowice en Pologne. Objectif, faire le point de la 24e conférence des parties COP24. En tant que pays ayant adopté la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire a participé activement à cette rencontre internationale. Les attentes du pays sont nombreuses. Le renforcement des capacités de tous les acteurs, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale, la mobilisation effective des ressources financières, l'approbation des projets soumis au niveau du Fonds vert pour le climat. Selon l'émissaire du gouvernement, la Côte d'Ivoire est rentrée de cette COP24 avec de bonnes nouvelles. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec divers partenaires techniques et financiers et nous repartons avec des promesses de financement, notamment pour le fonds climat, le fonds vert, NDC Partnership, qui sont disposés à apporter des financements à la Côte d'Ivoire pour appuyer sa contribution déterminée au niveau national. Des acquis certes, mais des difficultés subsistent dans l'opérationnalisation des projets de l'accord de Paris. Notre dossier de ce 20h est consacré au roi Garakoroni II, 30e roi de Bouna, qui a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans. Le Boukani et tous ceux qui l'ont connu et côtoyé le pleurent encore. C'était un homme épris de paix. Il aura marqué son règne en donnant à la royauté une identité et un grand respect. Garakoroni II, Ouattara initié à l'état civil. Dans ce dossier de Jeanne Atoubé, voyons le portrait de celui qui régna pendant 9 ans sur le Boukani. La page Garakoroni II de l'histoire de la vie du royaume de Bouna est définitivement tournée avec la levée de deuil du 30e roi de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire. L'homme aura régné pendant 9 ans et laissé dans la douleur et la tristesse un peuple qui lui vouait un profond respect. Il avait des rapports particuliers avec la population. Quand il y a le courbi, chaque matin, tout le monde vient se rassembler dans sa cour. Notre papa là, il était bien. Avec l'avènement de notre 30e roi, Garakoroni II, le Boukani a connu une certaine renaissance. Cela s'est fait dans un environnement de défis. Le nouveau roi, à qui nous disons tous beaucoup de chance, a perçu certainement ce message, qui fait partie aujourd'hui des défis auxquels il doit faire face dans le royaume du Boukani. Garakoroni de Bounamassa, jusqu'à son décès en février 2018, arrive au trône en 2009. Cet ancien fonctionnaire de la défunte PTT, Poste, Téléx et Télécommunications, était admiré pour sa simplicité, sa disponibilité et surtout son ouverture d'esprit. C'était un monument, c'est quelqu'un qui a donné un caractère particulier à la royauté en ces temps modernes, ce qui d'ailleurs nous a permis de mieux connaître notre culture véritablement. Le roi Garakoroni était pour nous un père, il était vraiment à l'écoute de son peuple. Et tout ce que vous lui apportez comme problème, il vous trouvait la solution de la plus belle manière. Et ça, véritablement, je pense que c'est à retenir. Sous son règne, la cour royale n'est plus ce lieu secret, mystérieux et craint, mais une demeure où les populations peuvent arriver et repartir avec beaucoup de fierté, non sans avoir réalisé qu'elles comptent comme acteurs participant au développement de Bouna et de la région du Boukani. Garakoroni II avait une haute vision du développement de Bouna et de toute la région du Boukani. Ensemble, nous avons pensé les questions, n'est-ce pas, d'éducation dans le royaume, n'est-ce pas, du Boukani. Sensibiliser les populations, développer les centres d'examen dans le royaume, développer les pratiques éducatives également dans le royaume, et c'était vraiment grâce à lui. Sur toutes les questions, en tout cas, je le consultais, je suivais, n'est-ce pas, ses conseils, et il nous appuyait presque dans tous les sens. Nous a fait mal ou bien comme non. Le moment de crise là, parce que comme les gens l'avaient fait là, et puis calme là, les gens s'effacent. C'est ça seulement que nous critiquons. Avril 2016, la localité devient le théâtre de violents affrontements opposant la communauté Lobi, Koulango, Peul et Malinké. 30 morts selon les chiffres officiels. L'harmonie intercommunautaire est brisée et c'est la déchirure du tissu social. La paix se trouve ainsi menacée dans la région.
Djarakoroni II est absent de Bouna au moment des faits, mais il s'implique dans la résolution de cette crise, appelant les chefs de communauté, les cadres, les jeunes et les femmes du Bunkani à leurs responsabilités, surtout à s'associer dans un effort collectif pour le retour à une paix totale et définitive à Bouna. Pour bien d'observateurs, ce moment a dû sérieusement affecter Djarakoroni II parce que cela apparaissait comme une trahison de ces sujets à qui il s'était totalement ouvert. Lorsque le lobby a commencé à créer, à faire des dojos, il a appelé toutes les communautés. Boulango, Lobby, Djoula, Maliki, tout le monde. Pour dire que moi je ne veux pas ces gens des trucs là, c'est moi au village. Alors vraiment, moi personnellement, je lui tire mon chapeau. Et que je pleure. Je pleure. Lors de la première réunion de crise qui a été mise en place, il l'a dit vertement, on n'a pas besoin de s'entretuer. Les défis sont énormes, ils sont très importants. Et il faut qu'aujourd'hui nous allions au développement. Il faut que nous cherchions à transcender nos divergences pour aller à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale pour un développement harmonieux du Bunkani. Entre meurtrissure et espoir, Djarakoroni II a été honoré de la visite à Bouna du président de la République Alassane Ouattara, venu lui-même exhorter les communautés hier en conflit à restaurer le vivre ensemble. Acte qui va trouver son prolongement avec les différentes missions du médiateur de la République, missions durant lesquelles le roi en personne prenait part aux travaux. Avec ce roi, il n'y avait pas de distinction entre le même ou l'amour. Tous étaient le même peuple et pour lui, il ne demandait que l'entente et la paix, l'harmonie dans son royaume. Et il y a réussi. Djarakoroni II aura réussi son pari, celui de ramener l'harmonie entre les communautés et la paix à Bouna. Même s'il reste encore quelques zones d'ombre, imputables selon les observateurs, aux cadres et aux élus, à qui l'on reproche une indolence et l'inaction dans la résolution du conflit. Il faut que les cadres s'entendent et qu'on mette à côté les problèmes politiques. Se réunir, s'entendre pour faire avancer la région du Bunkani. C'est vrai qu'il y a petites embrouilles, mais les différents leaders œuvrent chaque jour sans relâche à remettre tout le monde ensemble. Madame le ministre elle-même a en tête et tous les autres cadres à sa suite, nous œuvrons à ce que le Bunkani soit un. Perpétuer l'œuvre de Djarakoroni II et asseoir une paix totale et définitive. C'est Toubouna et la grande région du Bunkani qui le demandent au nouveau roi, Dangue Keredougou ou encore Ningue Bliman. Traduisez, faire qui est lourd, comme un hommage ultime à leur ancien roi, Djarakoroni II. Il lègue à la postérité sa volonté de donner à la royauté dans le Bunkani une identité propre et sa vision, le progrès, le développement, la paix et l'union des fils du Bunkani. Voilà, Djarakoroni II, l'adieu du Bunkani, un roi épris de pain, sujet réalisé pour vous par Eugène Atoubé. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine avec Woyon Telesoro et Herman Divé. Depuis son exil au Qatar, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, affiche ses intentions pour la présidentielle du 24 février 2019. Candidat dans la course à la présidentielle, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, pour lequel une décision de condamnation pour escroquerie est prévue janvier prochain. Le Conseil constitutionnel annoncera la liste officielle des candidats à la présidentielle le 21 janvier. Le 18 décembre 1978, la Chine s'ouvrait à l'extérieur. Mardi dernier, le président chinois Xi Jinping s'est réjoui des résultats économiques obtenus par son pays. Ce développement accéléré est le fruit d'un travail acharné que le pouvoir en place entend poursuivre. En Allemagne, un projet de loi sur l'immigration de travailleurs qualifiés doit être adopté au Parlement en 2019. Objectif : résoudre le vieillissement de la population allemande et le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs clés de l'économie européenne. Le besoin annuel sur la période de 2019 à 2050 est évalué à 400 000 personnes originaires de pays hors de l'Union européenne. Jeudi dernier, le président de la commission électorale indépendante en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, a officialisé la déprogrammation du jour de vote. Pour certaines difficultés techniques, les électeurs ne voteront plus ce 23 décembre. La nouvelle date est fixée au dimanche prochain.
En Belgique, vendredi dernier, la démission du Premier ministre Charles Michel a été approuvée par le roi Philippe. Plusieurs ministres nationalistes avaient quitté son gouvernement suite à un désaccord du pacte de l'ONU sur les migrations. La dernière crise gouvernementale remonte à l'intervalle 2010-2011. Une éruption volcanique est survenue en Indonésie, sur l'île du détroit de la Sonde, située entre Java et Sumatra. Environ 222 personnes ont perdu la vie et 834 ont été blessées suite à cette éruption. Le djihadiste Peter Sherif est en garde à vue. Arrêté à Djibouti, il est détenu en France pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Peter Sherif, soupçonné d'être proche des auteurs de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez Kolo Koulibaly pour les derniers journaux à 23h. Très belle soirée sur RTI1.